Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. 14 partisans de l'opposition condamnés à 10 ans de prison. Le verdict dans cette affaire est tombé ce lundi. 14 partisans de l'opposition arrêtés en 2018 dans le cadre des manifestations de la C14, la coalition des 14 partis d'opposition, ont été finalement jugés ce lundi. Ils écopent de 10 ans de réclusion criminelle. 4 d'entre eux sont actuellement en fuite et coupés de 20 ans de réclusion criminelle. Ces accusés font partie de ceux qu'on appelle les éléments de Tigre Révolution, justement. Les Togolais se rappellent cette époque des manifestations au Togo. Ils ont été arrêtés depuis lors en décembre 2018. Leur procès est tombé ce lundi. Ils ont été condamnés à 10 ans de prison. Nous en parlons avec nos invités. Et comme pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. 10 ans de prison pour ces manifestants. Dans l'affaire Tigre et Révolution, 4, comme je le disais, écopent de 20 ans de prison, mais ils sont en fuite, donc ils sont recherchés. Nous en parlons avec nos invités. Gabin Adjaro. Oui, la dernière fois, ils ont été jugés, 13, parce qu'il y avait 14 qui normalement devaient comparaître. Ouais. Il y a un qui est malade, qui a été amené au cabanon. Donc du coup, il y avait 13 personnes qui avaient, 13 inculpés, qui avaient comparu au devant de la cour d'assises. Notant que normalement, ce procès-là avait été prévu pour être jugé en correctionnel, mais on ne sait pas par quelle alchimie. On en est arrivé à la cour d'assises et en fin de compte, c'est un procès qui a beaucoup duré, jusqu'à 4 heures du matin. Et le verdict a été donné où certains ont été condamnés à 10 ans de prison ferme après avoir fait 6 ans en prison. 6 ans, 7 ans en prison, pratiquement il leur reste 3 ans à faire. Et ceux qui sont en fuite, des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre eux. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Et dans le fond, puisque moi j'y étais, il y avait beaucoup de choses. Et ça lève déjà l'équivoque même de ces histoires où on se disait, on se lançait la balle, il n'y avait pas de détenus politiques au Togo, d'autres disaient il y en a, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on voit tout ce qui s'est passé la fois dernière, c'est vrai, les juges ont fait leur travail, mais moi je me suis posé des questions de droit conformément à ce qu'on nous a appris à l'université. Ces détenus-là, la plupart du temps, eux tous, ils disent qu'il y a des aveux qui ont été obtenus sous le coup de la torture. Et en temps normal, pour ce genre de cas, quand un détenu dit qu'il y a des aveux qu'il avait donnés sous le coup de la torture, qu'est-ce qu'on fait? On se reçoit à ce procès-là et puis on vérifie si ce qu'il a dit, il a été véritablement torturé. Et s'il a été torturé, alors l'accusation est levée et puis on relaxe tout simplement cette personne-là. Mais bizarrement, on n'a pas sursoit au procès et on a juste cancellé, ou bien on a supprimé juste les allégations de torture et autres, et puis on a poursuivi le procès jusqu'à condamnation au verdict final. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et quand on sait très bien que ces mêmes personnes ont fait un recours au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO qui leur avait donné droit, mais ils ont été maintenus en détention jusqu'à présent. Et la dernière fois, ils ont été jugés. Je pense que c'est par rapport aussi aux pressions qui ont été mises par le CPC et ensuite par d'autres organisations de défense des droits de l'homme au Togo qui avaient véritablement plaidé à ce que ces gens-là, au moins, soient jugés et ensuite qu'ils bénéficient de grâce présidentielle, puisque bon, on ne peut pas bénéficier de cette grâce-là sans être jugé. Donc du coup, ce à quoi on s'en remet actuellement... Rien ne dit qu'ils vont bénéficier de grâce présidentielle. Bon, c'est la plaidoirie qui a été faite. C'est le plaidoyer plutôt qui a été fait par ces organisations de défense des droits de l'homme là, et même au niveau du CPC par Maître Tchassona Traoré, qui a notamment demandé à ce que ces détenus-là soient jugés et ensuite que le chef de l'État dans sa magnanimité puisse leur accorder la grâce présidentielle. Donc on ne peut
que s'attendre à cela, que bon, peut-être dans les prochains jours, dans les prochains mois, que le chef de l'État puisse procéder à la gracification de ces personnes-là du restant des peines qu'ils encourent. Quand tu vois toutes ces inculpées, ce sont des personnes véritablement très affaiblies par la prison. Tu sens même que, bon, véritablement, il y a certains qui, peut-être, ils sont sortis de la maladie, et ils peinaient véritablement. Moi, ça m'a véritablement attristé que des jeunes soient dans cette situation-là. Et puis, il y a d'autres choses. Moi, je ne veux pas juger les décisions de justice, ou bien je ne sais pas trop ce qui les a poussé à condamner ces jeunes-là à des peines de 10 ans et 20 ans, parce que quand on parle de déstabilisation de l'État, quand on parle de coup d'État, il faut présenter des preuves. Il y a des éléments matériels qu'il faut présenter. Mais il n'y a pas eu des éléments matériels. Tout ce qu'on a dit là-bas, c'était des trucs fictifs. On n'a pas eu à voir des armes, des machettes, des gourdins, un plan détaillé de prise de pouvoir et tout. On n'a pas eu à voir ça. Et bizarrement, on est arrivé à la condamner pour volonté de déstabilisation du pays, 10 ans de prison, 20 ans de prison et tout. Sincèrement, on veut construire un pays de paix, un pays, on veut en arriver véritablement à une nation. Et à un moment donné, je pense qu'on doit faire l'effort de pouvoir prendre des décisions judicieuses qui puissent nous amener à la concorde nationale, parce que sincèrement, ce que moi j'ai vu la dernière fois, ce sont des choses qui ne m'ont pas plu. Je n'aimerais pas voir un ami ou bien un frère dans ce genre de situation. Tous les éléments qu'il fallait voir pour que ces gens-là puissent mériter cette peine-là, on n'a pas vu ces éléments. Il n'y a pas eu des éléments intentionnels, il n'y a pas eu des éléments matériels, il n'y a pas eu un début d'exécution, puisque on avait dit que ces gens-là voulaient empêcher même les élections législatives de 2018, alors qu'ils ont été arrêtés après les élections de 2018. Moi, je me pose la question de savoir à quel moment ces gens-là ont eu cette intention d'empêcher les élections, et puis il n'y a pas eu de début d'exécution et pas d'éléments matériels. Et ils se sont retrouvés en prison aujourd'hui et ils écopent de 10 ans et 20 ans de prison. Sincèrement, le pouvoir judiciaire a eu à jouer son rôle. On attend le pouvoir exécutif et je sais que le chef de l'État, lui, n'attend que ça pour pouvoir gracier ces personnes-là qui ont été condamnées la dernière fois. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Je rappelle qu'ils ont été arrêtés dans la foulée de ces élections législatives de 2018. Ils sont accusés 2-3 jours après les élections. Ils ont été arrêtés le 21 décembre 2018, alors que les élections sont tenues le 28 décembre 2018. Justement. Voilà. Il y a certains. Attends. Peut-être pas tout ça à la fois. Contextualisons les choses. Oui. Il y a certains qui ont été arrêtés avant les élections. Et puis après, il y a une autre vague d'arrestation, effectivement. Après les élections. D'accord. Alors, je rappelle qu'ils sont accusés de complot contre la sécurité intérieure de l'État, regroupement de malfaiteurs, troubles aggravés à l'ordre public et destruction volontaire. Ils sont condamnés à 10 ans de prison. 4 d'entre eux qui sont en fuite écopent plutôt de 20 ans de prison, Samir. Bon, écoutez, Guillaume, je pense que tout ce qu'on peut retenir de ce procès, c'est que finalement le procès a eu lieu. Ouais. Parce que beaucoup réclamaient véritablement que, puisque des personnes ont été arrêtées, ils sont accusés d'un certain nombre d'infractions, c'est normal qu'on puisse véritablement les présenter devant une juridiction et qu'ils puissent connaître leur peine véritablement, leur sort par rapport à ce dont on les reproche. Première observation, si vous le permettez. Je pense que ce qui est déplorable et ce que nous devons dénoncer, et c'est une réalité pratiquement sur le continent africain, c'est la durée de la détention préventive. Nous avons toujours ce problème-là. Comment comprendre que quelqu'un puisse être en prison depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans, en détention préventive, en toute violation du code de la procédure pénale. Parce que le code dit, je pense en son article 113, section 7, qui dit que la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Et lorsqu'elle s'applique, un certain nombre de règles doit pouvoir être réunies ou doit pouvoir être exécutées véritablement. Et donc, on ne peut pas
détenir quelqu'un de façon préventive pendant 6 ans, pendant 7 ans, avant de connaître son jugement. Et c'est ce qui fait que dans la plupart des cas, l'État s'arrange pour ne pas verser des dommages et intérêts. L'État s'arrange à condamner ces personnes-là, même s'il n'y a pas des éléments qui véritablement sous-tendent ou qui motivent la décision de la justice en termes de condamnation. Donc pour pouvoir prémunir l'État d'éventuelles poursuites en termes de dommages et intérêts. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, je pense qu'au cours de ce procès, nous avons eu droit à un procès équitable. C'est des éléments de droit. Après tout, chacun est libre de donner son appréciation en tant que citoyen, en tant que politique. Moi, je donne des éléments de droit. Nous avons eu droit à un procès équitable parce qu'il y a le principe du contradictoire qui a été respecté. Ces présumés auteurs ont eu droit à un conseil, ils ont eu droit à des avocats, ils ont eu droit à la parole, donc ils ont eu droit à se défendre. D'ailleurs, même ils ont plaidé non coupable par rapport au chef d'accusation que vous avez cité tout à l'heure véritablement. Donc, sur la base de cela, le procès a été équitable. Les procédures... Est-ce que c'est les seuls éléments qu'il faut pour parler? Je suis en train d'en arriver. Le principe contradictoire a été respecté. Les procédures, la procédure pénale, même si on dénonce véritablement ces détentions préventives assez longues, mais de façon globale, les procédures ont été respectées. C'est-à-dire que la notification des chefs d'accusation ont été faites, une enquête judiciaire a été diligentée, donc conduite par le service central de recherche d'investigation SCRIC, voilà, un truc comme ça, qui a conduit cette enquête judiciaire et tout cela. Mais monsieur Guillaume, peut-être que c'est le troisième élément dont je vais terminer. Nous avons dans notre pays des lois, des textes qui régissent le fonctionnement de l'état de droit. On peut dénoncer les imperfections, les irrégularités par rapport à un certain nombre de dispositions contenues dans nos tests. Mais lorsqu'on est dans un état et que c'est des tests-là qui s'appliquent, on est en droit de les respecter. On doit pouvoir les respecter. Parce que si on viole ces tests-là, ben on tombe sous le coup de la loi. Et lorsqu'on tombe sous le coup de la loi, on s'en fout de votre statut politique. Parce que les règles qui ont été définies par le législateur togolais ne font pas une distinction entre un citoyen lambda et un citoyen politique, c'est-à-dire un partisan politique. Lorsque vous violez une règle, ça veut dire que vous devez répondre véritablement. Je pense que quand vous avez parlé à cette affaire, j'ai pas répondu véritablement. Laissez-moi parler véritablement. Il va et donc, vous devez véritablement vous soumettre à la loi, à la rigueur de la loi. Parce que nous avons une loi de 2011 qui fixe les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, qui a été modifiée par la suite, qui définit les conditions dans lesquelles vous pouvez manifester véritablement. Oui. Alors, et lorsque vous faites tout ce que vous dites, Samir, et regarde tout ce que vous dites, est-ce qu'ils sont des détenus politiques ou non? Ils sont des détenus de droit commun parce que ce sont les dispositions du code pénal qui s'appliquent. Bon, je voudrais dire une chose. Bien sûr. Non, bien sûr. Bien sûr. Parce que vous avez des gens qui ont... Samir, tu es juriste, tu vas dire ça. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, laissez-moi parler. Monsieur Guillaume, quand les gens sont reconnus coupables de viol, de harcèlement, qui sont jugés en assises, est-ce que ces délits-là ne sont pas des délits de droit commun? Ce sont des délits de droit commun. Donc vous avez la cour d'appel qui peut siéger en assises. Cela n'enlève en rien sa capacité, sa compétence à connaître des infractions qui sont contenues dans le code pénal. Moi, je ne voudrais pas faire un débat. Moi, je ne voudrais pas faire un débat. Je ne voudrais pas faire un débat sur cela. Moi, je voudrais dire une chose. Les conditions dans lesquelles ces personnes ont été arrêtées, ils ont participé à une manifestation publique qui a été interdite par l'autorité publique. Soit on respecte la décision de l'autorité publique, mais lorsqu'on viole la décision de l'autorité publique, ben, on tombe sous le coup de la loi. Donc en réalité, ben, l'accusation dit qu'ils ont saisi des documents, qu'ils ont saisi des téléphones, qu'ils ont retrouvé un certain nombre d'éléments matériels véritablement, qui fondent cette idée de l'existence d'une organisation
en Europe, dénommé Chuobe for Freedom. Donc coordonné par un monsieur qui est en Allemagne et l'autre qui est en Italie. Et qui, je parle des faits, qui envisageait empêcher les élections législatives. Vous avez plus de 10 minutes pour avancer vos arguments. Et donc, qui envisageait il me fait perdre le fil de mon raisonnement, qui envisageait véritablement d'empêcher les élections législatives de 2018 véritablement. Moi, je ne voudrais pas faire du débat autour des questions politiques. Tout ce dont moi je retiens, c'est que lorsqu'on viole les règles de la République, puisque les règles, elles sont là, même si elles sont imparfaites, elles ne sont pas parfaites véritablement, ce sont les lois que nous avons à adopter véritablement, il faut les respecter. Et lorsqu'on les viole, on doit pouvoir répondre donc de ces actes devant la justice. J'avais promis de vous revenir, vous avez demandé 30 secondes, 30 secondes pour réagir et puis on va donner ça. Vous savez, nous sommes dans le droit et nous sommes des juristes. Les détenus de droit commun sont jugés en correctionnel. Ces gens-là, s'ils ont juste eu à casser des choses ou bien s'ils ont eu à enfreindre aux règles de manifestation qui sont dans notre pays, ils seront jugés en correctionnel. Mais c'est parce qu'on estime qu'ils ont eu à commettre un crime odieux que l'intention de déstabiliser un pays, l'intention de déstabiliser un pouvoir en place, on les a amenés en assises. Ce sont des crimes qu'on juge en assises. Et il y a eu un cas, il vient de parler les 30 secondes sont épuisées. C'est 30 secondes, c'est pas encore fini, c'est encore 15 secondes. Il vient de le dire que non, il y a eu des perquisitions qui ont été faites et puis on a retrouvé des portables chez quelqu'un et puis il y a eu des groupes qui sont formés, Tchobé, quelque chose du genre. Mais ces perquisitions-là ont été faites en l'absence de ces personnes. Qu'est-ce qui prouve que ce sont leurs portables? Faisons les choses dans les normes. Merci beaucoup. Donc ce ne sont pas des crimes. Ce ne sont pas des crimes. Si vous dites ils ont été la cour d'assises n'est pas compétente, ce ne sont pas des crimes. Condamnation à 10 ans pour la plupart d'entre eux. 4 vont écoper de 20 ans de prison. Ils sont en fuite d'ailleurs. Non mais écoutez, c'est très passionnant de voir deux juristes rentrer dedans. Je veux bien comprendre le fond de ce dont ils sont en train de parler concrètement. Vous savez, moi je suis un littéraire, je vais peut-être faire une petite littérature. Journaliste. Et donc normalement au toucher à tout. En face de moi, j'ai deux juristes qui sont des spécialistes. D'accord, c'est leur domaine. Alors on désigne pas prisonnier politique une personne qui est emprisonnée en raison de ses opinions politiques, de ses activités politiques ou de son engagement pour des droits humains. Là, nous sommes sur les droits humains. Ces individus sont souvent incarcérés pour avoir exprimé des idées ou alors à l'endroit ou à l'encontre du pouvoir en place, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, est-ce que nous venons de voir des prisonniers politiques jugés ou alors est-ce que nous venons de juger des prisonniers politiques? À chacun de s'en faire son idée. Je reviens maintenant sur ce procès qui vient d'avoir lieu en cour, comment dirais-je, en cour d'assises. En cour d'assises. Et la cour d'assises, nous savons tous ce pourquoi elle est donc mise en place. C'est pour juger des crimes et c'est clair. Alors revenons sur le développement de Samir tout à l'heure qui parlait d'un procès équitable. En soi, je veux dire, à la base, il est donc nécessaire de réprimer, de corriger, de condamner tout acte violent dans un pays donné, tout acte à caractère de semer l'ordre ou alors de semer plutôt trouble à l'ordre public. C'est tout à fait normal d'appliquer la loi. Mais l'application de la loi, certaines fois, moi en tout cas, me fait peur, même dans mes simples analyses. Je me dis en face de cette application, des fois, je risque de me faire emballer sans savoir concrètement le fond de ce pourquoi je suis traité. Samy me parlait tantôt d'un procès équitable et au même moment, je veux dire, la procédure judiciaire, c'est tout un maillon. Quand un maillon est raté, ne me parlez pas d'un procès équitable pendant que déjà vous me parlez de la détention préventive qui a déjà excédé. C'est abusif. Alors, et au même moment, vous êtes en train de me dire qu'on avait assisté à un procès équitable. Je suis désolé. Équitable par rapport à quoi? Équitable par rapport au fait que les accusés ont eu des avocats. En soi, c'est traditionnel, c'est ordinaire, ça se passe toujours. Maintenant,
pour avoir passé déjà 7 ans derrière les barreaux sans être jugé. Et vous l'avez dit tantôt, certaines fois, certains États voulant se dédouaner du paiement de certaines indemnités, de certains... Voilà. Et essaient toujours de condamner ces gens-là qui, entre-temps, a subi ce processus-là et par après on l'a relâché. Non. Il faut forcément le mettre derrière les barreaux pour qu'il finisse et qu'on ne parle pas d'indemnisation ou alors de dommages intérêts à payer à la personne. D'accord. Mais moi je dis aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes au Togo et le pays regorge vraiment des talentueux en matière d'exercice de l'application de la loi. Mais certaines fois, ce que nous apprenons à l'université et aussi la réalité du terrain, on a l'impression que on se perd des fois. On se perd de la pédagogie à la pratique. Est-ce que c'est ce que nous apprend à l'école, à l'université? C'est réellement ce qui se fait sur le terrain ou à un moment donné, ça change de configuration ou on l'adapte à la situation donnée? Ce sont là, moi, des questions que je me pose et certaines fois, j'ai peur, je n'ai pas la sécurité, même en parlant, parce que le même droit qui va être traduit et va m'être appliqué me sera insupportable. Malgré que moi, tu n'auras rien. Ah bah oui, malgré que moi, je n'aurai pas à avoir les mêmes observations de la chose. Donc, il est donc important, c'est vrai, c'est sur un terrain assez sensible, on est d'accord. Mais moi, je voudrais à ce que chaque fois qu'on nous amène à comprendre, à croire que ce sont les mêmes notions que nous apprenons à l'université qui sont appliquées sur le terrain. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Je n'ai pas de sujet de fin, sauf que de souhaiter encore un joyeux anniversaire à la femme de mon ami Abel, madame la plus grande mangeuse d'agouti du Togo. Waliatou, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Samir ou Rossama? Moi, je voudrais rester toujours dans le vif du sujet pour dire qu'en réalité, si ces personnes-là ont été reconnues coupables de complot contre la sécurité intérieure de l'État, de délit de groupement de malfaiteurs, troubles aggravés à l'ordre public et destruction volontaire, qui constituent donc des crimes, et que si la cour d'appel qui statue en assise est compétente pour connaître des crimes comme le viol, le harcèlement et tout cela, ça veut dire que le jugement a été fait vraiment en termes de compétences. Le critère compétence est réuni véritablement. Je voudrais également, pour finir, pour dire qu'en réalité le Togo va connaître le 15 février prochain, je pense un samedi, les élections sénatoriales. Et donc pour l'occasion, il y a les conseillers municipaux qui sont au nombre de 1527 et régionaux 1179 qui représentent les collectivités territoriales, constituent le corps électoral qui seront appelés à choisir selon l'article 10 donc de la loi du 6 mai 2024 portant constitution de la République togolaise. Les 2/3 donc des membres du Sénat et les 1/3 seront choisis par le président de la République, et nous plaidons auprès du président de la République, même si c'est par rapport à un certain nombre de conditions, que la jeunesse soit grandement représentée au sein du Sénat, parce que nous avons une jeunesse qui a énormément d'expérience et qui peut faire valoir ces compétences-là et au service donc de la République. À l'instar de Dieu donné, c'est au nous. On aimerait voir en tout cas un de nos invités, sénateur. Ça me ferait plaisir d'inviter un sénateur sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, Samir. Sama, vous êtes juriste et également président de l'ICJB, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. Mais c'est toujours un plaisir pour moi. Dieu donné, c'est au nous, futur sénateur. Vos mots de fin. Non, mais on n'a rien de moi pour être un homme d'État. Je vais être un homme d'État, de toutes les façons. Merci pour ce souhait. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai plus aujourd'hui un sujet particulier que de dire merci à tous ceux qui nous suivent, et je le rappelle encore, essayez toujours de dissocier notre personnalité de nos opinions. En soi, ce sont des analyses que nous faisons sur des sujets. Ça ne fait pas de nous des preneurs de position craqués. Ça, je crois que tout le monde le comprend. Je tiens à le rappeler. Une fois encore, je dis merci à tout le personnel du CHU Sylvanus Olympio, comme je l'ai dit de par le début de cette émission, notamment au colonel Agbobli, le directeur général de ce centre, et le professeur Djouagib, aussi madame, docteur Madengue. À ceux-là, je dis
un grand bravo et coucou, bien de choses à tous. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de l'IO Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Cléson Pinyanga à la réalisation, à Prudence Makoui, Richard Amédessou et Florent Ekouekou à la diffusion. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.